Ok. Donc, dans la continuité, comme je le disais, de la causerie du mois de décembre, je vais vous parler aujourd'hui. Ah, zut. Je vais vous parler aujourd'hui des transits et des grands domaines de nos vies qui vont être activés. Voilà, par ces transits. Donc, en apportant quelques clés de compréhension sur ce que signifient les maisons, comment on les identifie et de reconnaître les grandes planètes qui transitent. Et je vais vous donner des mots-clés pour chaque planète pour savoir comment faire des phrases un petit peu en astrologie pour comprendre ces transits-là. Donc, déjà, avant de commencer sur ce point-là, première chose, on parle beaucoup de 2026 comme d'une année du grand renouveau, l'année des grands changements, parce qu'il y a effectivement des grands transits sur le plan astrologique et qu'on est sur une année, dans une année 1 sur le plan numérologique. Sauf que le début de l'année, en fait, il peut être vécu avec un sentiment de lenteur, un sentiment parfois même de fatigue ou la sensation que ça n'avance pas comme on voudrait ou qu'on ne ressent pas encore la nouvelle énergie, le renouveau. Je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est le cas de certaines personnes d'entre vous. Donc au-delà de vos années personnelles en numérologie, là en fait l'année on la commence avec une... Oui, je vois qu'il y a un message dans le chat. Oh que oui. Et oui. En fait, l'année déjà, il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre d'expliquer ça. Premièrement, le début d'année, comme tous les ans, on est baigné dans la vibration du Capricorne. Et la vibration du Capricorne, c'est une vibration lente, longue, enfin, qui nous demande du temps. C'est pas longue, mais c'est qui demande à accueillir le fait que le temps soit un allié. Et c'est une période, une temporalité de l'année qui va nous demander plus d'être dans de l'intériorisation, du ralentissement. Donc, ça peut sembler un peu antinomique avec cette année 2026 qui est annoncée comme étant une année qui devrait démarrer sur les chapeaux de roue. Donc, c'est pour ça, pour en partie déjà d'entendre que chaque début d'année, on est dans cette énergie du Capricorne. Ensuite, là, je vous ai mis la carte. On voit qu'il y a quand même 4 planètes en Capricorne. Et c'est toutes les planètes personnelles. Et notamment Mars qui se trouve en Capricorne. Et Mars, c'est la planète justement de l'action qui nous amène à agir, quoi, et à extérioriser, etc. Mars, Mercure. Euh, et le Soleil, hein, qui est une planète de rayonnement. Et là, elles se trouvent toutes ensemble en conjonction exacte. Vous voyez, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, on a 3 planètes en conjonction exacte en Capricorne. Donc, ça peut venir aussi amener, ralentir, amener cette sensation de lenteur. Parce que le renouveau, les nouveaux actes, la nouvelle énergie, eh bien, elle s'installe doucement. Donc là, on peut se dire que dans cette première période, c'est une période où on va semer lentement, mais c'est fait pour durer. Première chose. On est dans quelque chose qui nous demande du coup peut-être plus de réflexion, hein, Mercure Capricorne, d'intériorisation, euh, il n'y a pas beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Mars Capricorne, Mars, c'est la planète qui peut nous parler justement de cette énergie, de cette vitalité, de cette volonté. C'est la planète qui est associée au signe du Bélier, donc on est vraiment dans cette énergie, signe de feu, planète de feu, on pourrait dire. Et là, en Capricorne, on est dans de la Terre, donc il y a pas, ça peut sembler être quelque chose où on peut manquer d'énergie, ça peut être lent. Donc c'est normal et ça va pas rester comme ça. Ça va bouger notamment avec les transits qui vont arriver. Mais en fait, ce qui se joue aussi, c'est que les transits, ils n'arrivent pas tout de suite, tout de suite. Là, il va commencer à y avoir des grands transits à la fin du mois de janvier, mais ça va se faire progressivement. Donc là, c'est une période on va dire, jusqu'au printemps, mais notamment jusqu'à la fin janvier, mi-février, qui va nous demander de faire preuve de réflexion, de revenir à soi. Ça peut être une période où on peut se sentir un peu seul, mais justement, où cette solitude, elle est constructive, où on a besoin de revenir à soi pour pouvoir reposer les bases, les fondements et
orienter les actes fondateurs que l'on va poser pour l'année et puis peut-être même pour le cycle à venir. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et la dernière chose qui peut expliquer et qui va nous permettre d'embrayer sur la suite de la causerie, le fait, ce ressenti de lenteur ou de quelque chose qui peut être un peu stagnant au début, c'est que justement nos planètes qui vont bouger, qui vont changer de signe, eh bien elles sont toutes sur les derniers degrés. Donc on en a parlé dans la causerie de décembre. Saturne, Neptune qui sont encore actuellement en Poisson et qui vont arriver en Bélier. Neptune fin janvier, Saturne mi-février. Et puis, où elle est? Et puis surtout Uranus qui est encore rétrograde. Et donc ça veut dire que on peut, voilà, toutes les fonctions d'Uranus, eh bien, au lieu de s'extérioriser, elles sont plus intérieures. Elle est encore la planète dans le signe du Taureau, qui est un signe aussi de lenteur, où on fait les choses à notre rythme, doucement, et puis en plus, où en Taureau, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais Uranus, c'est vraiment la planète du mouvement rapide, des fulgurances, des réveils de conscience. Enfin, et là, en Taureau, donc c'est une planète qui vient nous libérer de nos chaînes, briser les conditionnements, sauf que le Taureau, il n'aime pas bouger. La vibration taureau, elle aime bien, elle a besoin de sécurité. Donc, elle peut avoir tendance dans l'ombre à être engluée, à rester engluée dans des schémas du passé. Et là, du coup, Uranus rétrograde à cet endroit-là, encore là, sur ces derniers jours, semaines là, eh bien, ça peut amener le fait que il y a des prises, des éclairs de conscience où il y a En fait, ça se joue à l'intérieur. Les prises de conscience doivent venir de l'intérieur, mais comme on est en taureau et comme c'est rétrograde, on peut pas peut-être qu'on les perçoit pas clairement. Et c'est l'extérieur qui peut nous les montrer avec cet empêchement de sortir de mode de fonctionnement qui nous enferme. Donc ça va pas durer, mais ça peut marquer un petit peu la sensation du début d'année. Voilà. En plus, on est poisson-taureau dans des signes d'eau, de terre, ça je l'avais déjà dit, c'est plutôt des énergies lentes, d'intériorisation, on n'est pas dans de l'extériorisation. Et à partir de la 2026, il va y avoir justement ces trois planètes-là, elles vont changer de signe. Et notamment, on va avoir fin janvier Neptune qui va arriver en bélier, suivi de Saturne mi-février, et surtout Uranus fin avril qui va arriver en Gémeaux. Et c'est là où vraiment on peut dire le top départ va être lancé sur le plan vibratoire. C'est là où on va plus le ressentir, où il peut y avoir juste même peut-être une accélération d'un coup qu'on n'aura même pas anticipé. Enfin, voilà, on va l'anticiper parce qu'on a la conscience, mais on ne pourra même pas anticiper vraiment les choses parce qu'Uranus amène beaucoup d'inattendus. Et donc, ça va être à ce moment-là qu'il va y avoir peut-être euh, qu'on va pouvoir ressentir vibratoirement ce renouveau vraiment. Mais sur le début de l'année, là, on est plus là peut-être pour sécuriser les fondations, pour revenir à soi, pour s'intérioriser et questionner ce qui va pouvoir être restructuré. Qu'est-ce que je peux dissoudre qui me sépare de mon unité intérieure? Et là, je vais y venir, c'est tous les mots-clés sur Saturne, Neptune, et puis ensuite Uranus, etc. Donc, comme je vous le disais, ces planètes-là, je vais vous donner des mots-clés qui vont vous permettre de comprendre quelle est leur fonction. Alors, c'est pas exhaustif, c'est quelques mots-clés pour vous aider à faire des phrases en astrologie, c'est-à-dire à comprendre ce que ça veut dire une planète dans une maison. Et je vais vous expliquer brièvement ce que sont les maisons en vous montrant différents types de cartes du ciel et comment on peut les identifier dans différentes cartes, les maisons où elles se trouvent, pour que vous puissiez aller regarder vos cartes du ciel et regarder dans quelle maison va se trouver le signe du bélier, se trouve le signe du bélier dans votre carte du ciel, dans quelle maison se trouve le signe du gémeaux dans votre carte du ciel, etc., etc. Et que vous puissiez regarder justement les maisons astrologiques, ce sont des domaines de vie. Quel domaine de ma vie? Quel domaine de mon être? De ma vie extérieurement, de mon être intérieurement, euh, vont être activés par les transits de cette année. Voilà. Donc ça, je l'ai dit. Tout ça, c'est grosso modo les grands transits. Aujourd'hui, on va surtout parler d'Uranus, Neptune, Saturne, un peu de Jupiter. Les nœuds lunaires, je ferai une vidéo quand ce sera le moment parce que ça va se passer au mois de juillet et que l'énergie
Je dirais que même Jupiter, je vais en parler brièvement, mais ça se passe fin juin. Je referai des vidéos à ce moment, enfin, je referai des causeries sur le sujet à ce moment-là parce que euh, moi, j'aime bien en fait pouvoir ressentir l'énergie pour parler de quelque chose. Et là, voilà, on est encore un petit peu loin. Donc, en astrologie, il y a 12 maisons. La première, c'est celle qu'on connaît qui s'appelle l'ascendant. Quand on a une carte du ciel représentée, souvent l'ascendant, ça va être une grande flèche à gauche, avec écrit AS ou ASC à côté. Ça, c'est la maison 1. Et la maison 1, elle va aller de la pointe de l'ascendant jusqu'à la marque qui va nous montrer qu'on change de maison. Là, c'est dans un logiciel qui s'appelle, je ne sais plus lequel d'ailleurs, c'était Astro. Bon, dans certains logiciels d'astrologie, la carte peut se présenter comme ça et les maisons, elles peuvent être délimitées par des petits, voilà, vous voyez, par des petits triangles. Donc, le premier petit triangle qui suit la grande flèche de l'ascendant, c'est la maison 2. Et la maison 2, elle va jusqu'au petit triangle suivant. Le deuxième petit triangle, pardon, qui suit l'ascendant, c'est la maison 3. Une maison, en fait, elle est dans le signe dans lequel elle commence. Vous voyez, là, la maison 3, elle englobe le poisson, mais elle commence en verso. Et etc., ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a 4 grandes maisons qui se démarquent en général de tous les logiciels, enfin dans tous les logiciels qui présentent des cartes du ciel. C'est la maison 1, l'ascendant. La maison 7, le descendant. La maison 4, le fond de ciel. C'est pour ça qu'il y a écrit FC et la descendante DS. Et le milieu de ciel, MC. Et à chaque fois que vous avez les petits triangles, c'est le début d'une maison supplémentaire. OK? Je vais y revenir. Ça, déjà, c'est pour vous expliquer comment on lit, comment on trouve, comment elles se répartissent les maisons autour d'un thème de naissance. Dans une autre carte du ciel, dans un autre logiciel, là, on n'a pas les grands traits, les grandes, alors on les a pour uniquement l'ascendant, comme je vous disais, le descendant, le fond de ciel, on les retrouve à chaque fois. Ces 4 maisons-là, on va toujours les retrouver de manière, c'est ce qu'on appelle les maisons angulaires. Donc, c'est des maisons dominantes, très importantes dans un thème. Et elles vont ressortir plus que les autres. Et là, par exemple, dans ce type de carte du ciel, le début des maisons, il va être démarqué par le changement de couleur. Vous voyez? La maison 2, elle commence quand c'est plus gris mais que c'est blanc. Ça, c'est dans Olympia, par exemple. Si vous avez une carte du ciel qu'un astrologue vous a fait avec Olympia, beaucoup d'astrologues utilisent Olympia, bah, elle se présentera comme ça. Vous voyez? Là, par exemple, on a la maison 7, le descendant, et ben là, on a la maison 8. Voilà, ça commence ici. Par exemple, là, dans cette carte, ben, on voit que c'est la carte d'aujourd'hui, donc c'est normal. Saturne et Neptune, elles sont actuellement en Poisson, dans la maison 12, dans le domaine de vie 12. Donc, une personne qui naîtrait aujourd'hui, ou qui, voilà, bon, dont ce serait l'anniversaire aujourd'hui, on va dire, ben on pourrait dire que ça peut venir, enfin, une personne qui aura cette configuration, ce transit-là, il va venir activer chez elle la maison 12. Donc, on ira voir ce que ça veut dire la maison 12. Et à l'inverse, Uranus dans la maison 1. Donc, Uranus va venir s'exprimer particulièrement dans ce domaine-là. Et je vais venir brièvement sur ce que signifie chaque maison. Et dans un autre type de logiciel, enfin là c'est en ligne et j'ai mis ça parce que c'est important, c'est AstroThème et on peut faire son thème, on peut éditer sa carte du ciel gratuitement sur AstroThème. Là les cartes elles se présentent comme ça et là les maisons, bah, vous voyez on voit toujours ressortir l'ascendant. Le descendant, il n'y a plus écrit descendant mais on voit que c'est une flèche noire plus épaisse. Le milieu de ciel c'est une flèche noire plus épaisse ici aussi et pardon le fond de ciel. Et le milieu de ciel, une flèche noire plus épaisse aussi. Et entre les deux, bah, les maisons, elles vont commencer par des petites flèches plus fines. La maison 2, elle commence là. La maison 3, elle commence là. D'accord? Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller regarder
quelle est ou quelles sont les maisons qui se situent dans le signe du bélier dans vos cartes. Le bélier, c'est ce glyphe-là, vous voyez. Et le signe du Gémeaux. Déjà, si vous arrivez à identifier ça, c'est génial. Pour les personnes qui sont euh, qui sont pas à l'aise avec l'astrologie encore. Pour les néophytes. Voilà, Bélier et Gémeaux. Et là, on regarde. Par exemple, dans cette carte, on a vu Bélier, maison 12. Parce qu'il n'y a aucune maison qui commence dans le signe du Bélier. Il n'y a pas de petite flèche dans le Bélier. Donc, Bélier, tout ce qui va transiter le Bélier, ça va venir activer la maison 12. Et Gémeaux, par contre, là, on voit qu'on a la petite flèche de la maison 2 qui débute. Donc, tout ce qui va transiter le signe du Gémeaux, des Gémeaux, eh bien, va venir activer d'abord la maison 1 et ensuite la maison 2 dans cette carte. Mais comme là, on va s'intéresser au tout début du Gémeaux, ben, ça va être le tout début de la maison 1. Ça va être la maison 1 qui va nous intéresser. Est-ce que c'est clair? Faites-moi ça pour me dire si c'est clair. Super. Ok. Donc, j'ai mis des mots-clés en lien avec les maisons pour que vous puissiez comprendre ce qui peut se jouer. Je vais revenir, vous les exprimer brièvement. Euh, la maison 1, c'est... Ou alors est-ce que je le fais plutôt, je vous présente d'abord les mots-clés et après on va regarder un petit peu. Ouais, je peux le faire comme ça. Je vais le faire comme ça plutôt. Donc, Neptune, Bélier, premier transit. Alors là, j'ai tout séparé. On sait bien qu'une lecture, elle est holistique, mais je vous ai séparé les choses avec des mots-clés séparés pour que vous puissiez vous entraîner à essayer de comprendre ce que ça vient dire. Mais notamment là pour le début de l'année et puis pour ce transit-là, Neptune, elle se lie en lien avec, elle s'interprète en lien avec Saturne parce que c'est deux planètes qui sont en conjonction. Je l'ai dit dans la causerie de décembre. Donc la Neptune Bélier, Neptune passe en Bélier à partir de janvier, du 26 janvier. Les mots-clés liés à Neptune, il y en a d'autres. Ça va être la reliance, la guidance intérieure, le sens du sacré, la foi, l'abandon de soi en confiance. Tout ce qui va relever du domaine des rêves, des aspirations, mais qui peut aussi amener du flou et des illusions. Tout ce qui va nous parler de dévouement, mais qui peut glisser vers du sacrifice, d'amour inconditionnel, d'empathie. On est là dans la vibration de Neptune. Et ça va se jouer en bélier dans le domaine du renouveau, des renaissances, de l'autorité intérieure, de la volonté, du courage, de l'audace. Donc déjà, quand on interprète Neptune bélier, on pourrait se dire à quelles aspirations qui me viennent de plus haut, hein, je dois donner naissance. Neptune bélier. Ou ça pourrait être euh, dans quel domaine de ma vie je dois me relier à ma guidance pour me réaligner avec mon autorité intérieure. C'est moi le créateur de ma vie, la créatrice de ma vie. Le bélier, c'est lui, c'est moi, c'est je suis. Je suis ma propre autorité, je suis l'auteur de moi-même. Donc vous voyez, déjà vous comprenez un petit peu? Et Neptune, sa fonction, c'est vraiment de dissoudre ce qui sépare intérieurement, pour nous permettre d'aller vers plus d'unité intérieure. Et en bélier, renaître à soi-même. Et j'ai écrit même comme ça parce qu'on est dans l'énergie de Neptune. Et Neptune, ça nous parle d'amour inconditionnel. Dissoudre ce qui nous fait penser, ce qui nous fait croire qu'on est séparé de notre source, séparé de la source. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je dois dissoudre les croyances de séparation et je dois me relier avec ma guidance intérieure, m'abandonner à ma guidance, oser mes aspirations, oser bélier mes aspirations Neptune. Vous voyez comment on fait des phrases en astrologie?
On va utiliser du vocabulaire, des mots-clés liés à chacun des éléments. Voilà. Et donc, dans quelle maison? Donc, dans quelle maison? Par exemple, si ça se passe en maison 1, ça va être dans le domaine de mon identité, de moi-même, de mon individualité, de la conscience de moi. Donc peut-être que si la maison 1, si euh, Neptune en bélier est dans votre maison 1, bah, ça pourra peut-être vous amener, peut-être en début, au fait que votre, il puisse y avoir du flou identitaire. Qui suis-je? Je ne sais plus. C'est brouillard. J'y vois plus. Il y a plein d'illusions. Je me berce d'illusions. Mais comme il y a Saturne à côté, on va voir les mots-clés associés à Saturne. Saturne va aider, avec son principe de réalité, à faire tomber les illusions de Neptune pour permettre de structurer dans la matière Saturne les aspirations de l'âme. Donc, dans la maison 1, ça va toucher votre identité, votre individualité, la conscience que vous avez de vous-même. Ça peut toucher le corps physique aussi, et l'image de vous, en tout cas l'image que vous renvoyez au monde, que vous renvoyez à l'autre. Ça pourrait dissoudre une image de vous qui n'est plus une image qui est alignée avec votre âme profondément. Ça vient toucher à votre personnalité, la maison 1. Si ça se trouve en maison 2, ça va être tout ce qui va avoir un trait à votre sécurité matérielle. Donc là, ça peut nous parler d'argent, de comment je gagne de l'argent, comment je le dépense. Mais ça va aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec vos attachements, et notamment votre attachement primaire. Comment maman a-t-elle répondu, maman, enfin, ou ma figure d'attachement primaire, a-t-elle répondu à mes besoins? Et comment est-ce que ma sécurité de base s'est construite à partir de ça? Et quelles sont, voilà, ça peut venir réveiller toutes les peurs d'insécurité, toute la croyance que je manque de. Ça peut venir aussi parler de tout ce qui est de l'ordre de vos ressources intérieures, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, sécurité matérielle, sécurité intérieure. La maison 3, Neptune maison 3. Donc Neptune maison 2, ben, qu'est-ce qui peut se passer avec un Neptune maison 2? Avec un Neptune maison 2, il peut y avoir une dissolution des finances. On dépense, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Avec les peurs, la peur de manquer. Donc là, si c'est quelque chose de cet ordre-là qui se joue pour vous, eh bien peut-être d'aller voir où se situent les peurs du manque. De quoi ça vient parler? C'est quoi le lien à l'argent? Qu'est-ce que représente l'argent dans votre vie, dans votre histoire? L'argent, c'est de l'amour. C'est une énergie de vie, c'est une énergie d'amour. C'est une nourriture. Donc, allez questionner tout ça, par exemple. Et il y a vraiment une nécessité, quand c'est dans la maison 2, euh, peut-être justement à inscrire dans la matière, à bâtir ces aspirations profondes. Il y a quelque chose qui amène un principe de réalité à sortir des illusions de ce qui n'est pas réel aussi, maison 2, hein, avec Saturne qui permet de structurer à côté. D'ailleurs, ce que je vais peut-être faire, j'ai commencé maison 1, maison 2, je vais peut-être quand même vous donner les mots-clés. Excusez-moi, je suis pas du tout structurée aujourd'hui, moi qui suis plutôt quelqu'un de structuré. Ça part dans tous les sens. Euh, je vais vous donner les mots-clés de Saturne parce que ces deux planètes-là, elles fonctionnent un peu, elles fonctionnent ensemble là, en ce moment. Donc, là où Neptune, on a dit que c'était reliance, guidance, etc. euh, Aspiration, amour inconditionnel, unité intérieure, renaître à soi-même, même M apostrophe IME. Saturne en bélier à côté de Neptune aide à structurer. En fait, avec Neptune, il peut ne pas y avoir de limite du tout. Ça peut être, c'est monde des bisounours, c'est zéro limite entre moi et le monde, et moi et le cosmos, moi et l'inconscient collectif. Et Saturne vient ramener un principe de réalité, vient ramener de la structure. Le domaine de votre vie dans lequel se trouve Saturne, c'est une invitation à restructurer, à structurer, à poser des limites claires, à amener du cadre, de la loi, votre loi intérieure, bien sûr,
à faire preuve d'effort, de persévérance, peut-être de patience, parce que Saturne, c'est une planète qui nous parle de temps, principe de réalité, je l'ai vu, mais de temps comme allié. Donc c'est aussi là où vous allez semer durablement. Euh, c'est une planète qui va vous permettre de vous élever en maturité, de grandir en maturité, en responsabilité, mais ça peut être un chemin solitaire. Vous êtes seul sur ce chemin et vous pouvez c'est vos ressources à vous qu'il va falloir mobiliser là. Voilà, chemin solitaire. Et ça peut amener une forme de lenteur, de blocage. C'est tout ce que je disais par rapport à Capricorne, au Capricorne, l'énergie du Capricorne en début de causerie, qui pourrait amener de la frustration. Mais il faut se dire que Saturne, elle est là en fait pour nous aider à nous rediriger. Donc, elle peut amener des blocages quand on essaye de s'engager sur certaines routes parce que c'est pas forcément la bonne route ou que c'est pas la bonne temporalité, qu'on a besoin peut-être de grandir d'abord avant de pouvoir s'engager sur ce chemin. Donc, ça va amener, en fait, ce sont des blocages, une lenteur, des retards qui sont en réalité féconds, Saturne, qui nous permettent vraiment de grandir en maturité. Mais ça peut nous confronter à de la frustration. En bélier comme pour Neptune, dans le domaine du renouveau, des renaissances, de l'autorité intérieure, c'est moi, je suis qui demande volonté, courage, audace, bélier. Et là, du coup, on pourrait se dire que Saturne en bélier nous demande de structurer avec volonté et maturité un renouveau durable. Structurer avec volonté et maturité un renouveau durable. Donc, quand elles fonctionnent ensemble, dans la maison 1, on l'a dit, c'est la personnalité qui est touchée. Dans la maison 2, c'est tout ce qui touche à la sécurité intérieure. Donc là, si ça touche à votre maison 2 et que vous êtes en angoisse financière, peut-être que ce serait bien de retourner voir vos structures, les fondements de votre sécurité et de faire un travail autour de votre sécurité de base. Encore une fois, il peut y avoir plein d'interprétations. Moi, je vous donne juste des petites pistes pour vous permettre de comprendre, voir si ça résonne pour vous. Peut-être restructurer vos finances, la manière dont vous dépensez votre argent, dont vous le gagnez, voilà. Peut être pour que ça puisse nourrir la réalisation de vos aspirations profondes avec Neptune juste à côté. En maison 3, il va s'agir de communication, de pensée. Ça peut être apprentissage, études, enfin, c'est tout ce qui est en lien avec les échanges, la communication, la pensée, les échanges avec, avec les autres, voilà. Euh, donc là, bah, c'est pareil. Il peut y avoir, on peut se dire en maison 3, peut-être qu'il y a une dissolution d'un mode de communication qui est plus adapté avec une nécessité euh, de manière un peu solitaire d'aller restructurer sa manière, de remettre de l'ordre dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'échanger. Euh, voilà, dans sa manière de penser. Ça peut venir faire bouger là le mode de pensée. Et notamment le mode de communication. En maison 4, c'est la maison qui va nous parler de la famille, des racines, du foyer, mais ça nous parle aussi donc de tout ce qui est de l'ordre des ancêtres, de l'ancestralité, des parents, du père. C'est la maison du père. En astrologie, il y a différentes lectures. Peut-être qu'il y a des astrologues parmi vous qui vont considérer que la maison 4, c'est la maison de la mère. Mais en astrologie, des mémoires cellulaires, la maison 4 est la maison qui nous parle du père. Donc, tout ce qui va toucher aussi à votre conception, c'est la temporalité de la conception. Tout ce qui est en lien avec l'enfance, le passé, la vie intime, les bases psychiques de l'être, voilà, votre sécurité émotionnelle là, aussi. C'est quelque chose de beaucoup plus émotionnel en lien avec les racines, la famille, le passé. Donc là, ben, Neptune, Saturne à cet endroit-là, hein, il peut y avoir peut-être une dissolution de certaines mémoires. Euh, et puis, ou une dissolution de certaines loyautés à la famille. Parce que Saturne, ça peut être aussi une histoire de loyauté. Donc, dissoudre des loyautés à la famille, aux ancêtres. J'ai une petite question dans le chat à laquelle je vais répondre. Pas de souci avec merci, bonne journée Maryse. Voilà la maison 4, ce que ça peut venir nous dire. En maison 5, ça va nous parler de l'expression de soi, de la créativité, l'expression personnelle, tout ce qui va être de l'ordre du cœur, qui va toucher aussi au cœur, à l'amour que l'on se porte, à l'amour de soi, à la confiance en soi.
Donc, peut-être qu'ici, si on a un Neptune-Saturne qui transite la maison 5, eh bien, ça peut nous amener à dissoudre euh, une forme je sais pas, de créativité qui n'est pas alignée avec nous-mêmes, avec nos aspirations, et d'aller restructurer les processus créatifs ou de dissoudre euh, un amour conditionnel ou une croyance ou un manque de confiance en soi pour pouvoir l'agrandir en maturité et apprendre à s'aimer inconditionnellement, là où peut-être que dans la maison 5 on nous a appris qu'on pouvait être aimé que si on plaisait à l'autre, que si on était gentil, voilà, une forme d'amour conditionné. Et bien là, c'est de revenir dans de l'inconditionnalité du cœur. Euh, voilà, peut-être, euh, ça peut toucher à la spontanéité, ça peut toucher au plaisir, voilà, à tous ces domaines-là. En maison 6 on va être dans toute la maison des routines quotidiennes. Donc tout ce qui touche à l'hygiène de vie, à la santé physique, au travail, aux compétences, à mon sens de l'utilité. Ça touche aussi en mémoire cellulaire, on dit que la maison 6 c'est la maison de la polarité sexuelle, donc comment me vis dans mon féminin ou dans mon masculin. Si on est des femmes, donc dans mon féminin. Et donc, avec Neptune-Saturne, ben là aussi, il pourrait y avoir une dissolution d'anciennes routines. Hein. Dissolution, Neptune, d'anciennes, avec Saturne, routines. Et un besoin de restructurer avec Saturne des routines, une hygiène de vie qui soit plus alignée avec Neptune. Ou ça pourrait être de mûrir peut-être, oui, de dissoudre des anciennes, des loyautés à un féminin qui remonte à plus loin, dissoudre avec Neptune, des loyautés avec Saturne, à un féminin si vous êtes une femme ou à un masculin si vous êtes un homme, parce qu'on est dans la maison de la polarité sexuelle. Voyez? Donc, je vous donne des pistes un petit peu avec tous ces mots-clés. Après, vous pourrez vous amuser, vous, à faire vos propres phrases si c'est quelque chose qui vous parle, parce que vous les aurez, ces mots-clés, dans le replay de la causerie. En maison 7, en maison 1, c'est la personnalité, c'est moi. Hein. Comment je rencontre l'autre. En maison 7, bah, c'est l'autre. Et c'est le miroir que l'autre me renvoie de moi-même. Donc là, eh bien, ça peut venir nous parler donc de tout ce qui est de l'ordre des alliances, de la relation, des engagements légaux, des associations, etc. Euh, mais comme l'axe descendant-ascendant, c'est aussi un axe évolutif, en mémoire cellulaire, on va dire que le descendant en poisson, c'est aussi des vieilles mémoires avec lesquelles on s'incarne, des vieilles mémoires qui peuvent venir d'autres espaces-temps. Donc c'est peut-être un moment aussi pour aller dissoudre des anciennes mémoires ou pour restructurer le domaine relationnel, notre mode relationnel, euh, pour être plus en alignement avec notre âme, Neptune, ou à se laisser guider dans ce domaine-là avec Neptune, à s'abandonner, à faire confiance à plus grand que soi, pour pouvoir, pour être accompagné justement dans une forme de restructuration de ce domaine. Peut-être que là, il y a un chemin solitaire à faire dans ce domaine-là, même si vous êtes en couple ou ça peut être des alliances qui ne sont pas du couple, hein, d'ailleurs, ça peut être aussi des alliances professionnelles, associatives, pourquoi pas amicales, où il y a peut-être une demande de revenir à soi aussi, de sortir du monde des illusions. Saturne va aider aussi à ramener un principe de réalité là où on peut se bercer d'illusions dans le type de relation dans lequel on est engagé. Vous voyez, il peut y avoir comme, on prend conscience là, quelque chose de la réalité. On est face à la réalité de la relation et du mode relationnel. En maison 8, en face de la maison 2, ça peut aussi nous parler d'argent, mais là on est plus sur tout ce qui va être l'argent qui vient des autres, les héritages, des capitaux, des investissements, des choses comme ça, ou tout ce qui va toucher, en fait c'est tout ce qui va toucher aux mondes invisibles, euh, euh, au- à tout ce qui va être tout ce qui va être de l'ordre de mes parts d'ombre ou des parts de moi restées dans l'ombre, d'un psychisme profond, de l'inconscient, des angoisses de mort, tout ce qui peut toucher au pouvoir, à la sexualité, mais aussi à des dimensions de guérison profonde. On est dans une maison profonde, la maison 8.
Eh bien là, c'est pareil, hein. Il va y avoir, si on a Neptune, Saturne ici, et ben peut-être que ça va nous inviter, et ben pareil en fait à y voir plus clair, en fait à dissoudre, à sortir d'un déni peut-être, hein, à ramener ce principe de réalité et à aller voir plus profondément et c'est un chemin solitaire de descendre dans les profondeurs là avec Saturne maison 8, mais encore une fois pour plus d'alignement, quelque chose où on est appelé à descendre dans nos profondeurs et à aller questionner comment on vit les rapports de pouvoir dans notre vie et tout ce qui va être en lien avec la mort, les angoisses de mort et l'argent. Ça peut être en lien avec des angoisses de mort, puisque je vous ai dit dans la maison 2 que l'argent, c'est un principe de vie, c'est une énergie de vie. Donc ça peut aussi renvoyer dans une histoire transgénérationnelle à une histoire de mort ou à des histoires de mort. Voilà. Il peut y avoir ici, là, des choses qui peuvent d'un coup émerger, ressortir. La maison 9, ça va être tout ce qui va toucher à la vision du monde, une vision large du monde, à la quête de sens, euh, au domaine des connaissances, des transmissions, de la philosophie, de la foi, de la morale, de l'éthique. C'est une sagesse intérieure. C'est tout ce qui nous amène en fait à dépasser nos frontières intérieures. C'est l'étrange, l'étranger, l'étrangeté, les explorations, les enseignements. Donc, dans la maison 9, bah, si vous avez Neptune-Saturne qui transite la maison 9, peut-être qu'il y a là une dissolution avec Neptune d'une vision du monde et que vous allez reconstruire doucement, mais sûrement, une autre vision du monde. Le milieu de ciel, la maison 10. Encore une fois, il y a plein d'autres interprétations. On peut faire plein de phrases quand on a des mots-clés. Là, je vous donne des pistes. La maison 10, c'est tout ce qui va toucher à l'image publique, la carrière au sens large, social, professionnel. Comment, en fait, je viens, quelle est la meilleure contribution que je puisse apporter au monde? Et c'est la maison qui nous parle de la mer. Donc là, c'est pareil. Avec Neptune, Saturne qui va transiter à cet endroit-là, ben, on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose qui se joue dans votre domaine professionnel ou dans la manière dont vous contribuez au monde. Il peut y avoir quelque chose qui se joue aussi, peut-être une dissolution, euh, je ne sais pas, de l'image de la mer ou de la relation à la mer, du rapport à la mer, pour aller vous restructurer intérieurement s'il y a des problématiques dans le lien à la mer et que Neptune-Saturne transite votre maison 10, bah, c'est peut-être effectivement un moment où il va y avoir une dissolution de ce rapport-là pour vous permettre, voyez, Saturne, c'est la colonne vertébrale de vous reverticaliser, on peut dire d'une certaine manière. De manière, il faut regarder à quel endroit en ce moment Neptune, Saturne et voir quelle maison ça correspond pour nous. Tout à fait, tout à fait. Dans votre thème natal, vous allez voir dans quelle maison actuellement Neptune, Saturne transite. Et la maison, elle est située entre deux axes. Là, on sait que c'est la maison 10, enfin, on est dans la maison 10. Par exemple, dans cette carte-là, si on avait Neptune, Saturne, comme on va aller chercher dans le bélier, on va regarder où est le bélier. Bah, dans cette carte-là, si c'était la carte de quelqu'un, c'est un générique, mais si c'était la carte de quelqu'un, on regarderait ici dans la maison 7 ce qui se passe. Donc si vous avez un bélier soit au début, soit à la fin de la maison 10, ben ça peut... non, je dis n'importe quoi. Si vous avez... si le bélier, oui, est à cet endroit-là, si la maison 10 englobe quelque part le bélier, tout à fait, et bien du coup, vous allez regarder ce qui se joue en bélier. J'ai une question. La carte du ciel de naissance, quand je dis carte du ciel, c'est la carte du ciel de naissance que vous pouvez éditer gratuitement, notamment sur des sites comme AstroThème ou astro avec deux o.com, je crois, des choses comme ça. Une petite question. Ah, elle dit, je veux pas blaser quelqu'un, mais j'ai regardé où sera Neptune, Saturne de Trope, maison 2 en balance. Voilà. Bon. On peut aussi, bah, effectivement, on voit bien que c'est ce qui se joue de toute façon, hein. Il y a quelque chose, accumulation de l'argent, accumulation, maison 2, accumulation de l'argent. Euh, donc, voilà, la maison 10, c'est ça. La maison 11, là, on va être sur tout ce qui va être
vision du futur, projet à long terme, les innovations, euh, tout ce qui va toucher au collectif, à comment je contribue sur un plan collectif, comment je m'insère dans le collectif en fait. Ça peut toucher aux amitiés aussi, aux groupes d'amis, hein, aux groupes, aux réseaux sociaux aussi, aux nouvelles technologies, enfin voilà. Donc, si Neptune, Saturne transite à cet endroit-là, bah, c'est pareil, c'est d'aller voir qu'est-ce qui doit être dissous et restructuré à cet endroit-là. Vous voyez le mot-clé retournement, parce qu'en mémoire cellulaire, la maison 11, elle correspond au huitième mois de gestation. Et le huitième mois de gestation, c'est la maison du retournement, c'est le moment du retournement, voilà, pardon, le moment du retournement du bébé dans le ventre de sa maman pour pouvoir se donner naissance au monde. Euh, donc maison 11, bah voilà, ça peut être dans tous ces domaines-là, de l'innovation, des réseaux, du collectif, des projets du futur, et puis de ce qui a besoin d'être libéré, retourné, quelle comme révolution intérieure vous devez opérer. C'est tous les savoirs aussi qui viennent de plus haut, en fait, hein, de plus loin. Donc voilà, la maison 12 enfin, c'est une maison qui va nous parler de spiritualité, de connexion au divin, c'est la maison qui correspond à Neptune, hein. De méditation, de retraite, peut-être d'un affinement de l'intuition et de tout ce qui est en lien avec un inconscient. Ben, c'est le propre de l'inconscient, j'allais dire un inconscient non conscient, mais c'est le propre. Voilà, quelque chose de très lointain. Euh, et tout ce qui est de l'ordre des secrets, des fins de cycle aussi, des fins de cycle, du lâcher-prise. Donc, Saturne-Neptune à cet endroit-là, bah, c'est pareil, qu'est-ce qui doit être dissous à cet endroit-là? Là, pour moi, en fait, Saturne-Neptune dans la maison 12, il y a vraiment une possibilité d'affiner et de s'élever en maturité dans le domaine justement de la guidance intérieure, de la reliance à l'âme, des messages qu'on peut recevoir, de l'intuition, de cette connexion au divin en soi et d'une nouvelle unité que l'on peut atteindre, une unité intérieure qu'on peut atteindre différemment. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Saturne-Neptune dans ces maisons. Et j'ai eu, mais je ne sais plus comment y accéder, euh, des messages dans le chat. Comment je peux y accéder? Bon, c'est pas grave. Hop, je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un peut remettre un message dans le chat juste pour me permettre d'avoir le chat qui réapparaisse? Du coup, je vais avoir 10 personnes qui vont le faire. Merci beaucoup, super. Alors, mon micro coupe. Ben alors, je suis navrée. Ok, c'est juste je suis navrée que mon micro coupe, pourtant j'ai une très très bonne connexion maintenant parce que j'ai changé tout mon internet. Donc voilà, je pense que dans le replay, il n'y aura pas de micro qui coupera. Ok, bon, les autres personnes disent que non, donc peut-être que la personne qui a indiqué que mon micro coupait, c'est peut-être ta connexion à toi. Ah oui, ça vient de chez moi. Ok. Voilà. Et donc, ben, je vous propose qu'on... Et donc, je vous disais que le véritable renouveau, on pourrait dire, comment on va le ressentir, ça va être quand Uranus va arriver en Gémeaux. Uranus Gémeaux, Uranus, c'est la planète du réveil, du grand réveil, de la libération de soi, de l'affranchissement de tout ce qui enchaîne, de l'affranchissement des conditionnements. C'est le moment où je prends conscience que eh bien, je suis un être singulier, un être spirituel qui vient sur Terre pour contribuer à la grande chaîne des humains. C'est ce que j'appelais, enfin, je vous ai parlé de ça dans la causerie précédente, ce processus d'individuation co-créatrice. Comment est-ce que, en m'élevant moi-même dans mon statut d'être à part entière et d'être libre, dans ma liberté d'être et de penser, je peux contribuer au monde. Voilà, Uranus vient nous aider à nous libérer, à nous réveiller, à nous affranchir, à briser les chaînes. Uranus, c'est un moment où on peut avoir un éclair de conscience, une fulgurance d'un coup, des fulgurances qui arrivent. Moi, j'ai ma lune en verso. Eh bien, lune verso, la vibration du verso, c'est une vibration qui est analogue à celle d'Uranus. Et ben, j'ai souvent en fait voilà, des fulgurances, des choses, ça me vient d'un coup. Et j'ai observé que quand il y a des transits d'Uranus, d'un coup, hein, quelque chose qui était même pas pensable avant, parce que c'était même pas une réalité, c'était pas un sujet en fait dans notre vie.
D'un coup, Uranus transite et pouf, ça devient un sujet. Et c'est évident, c'est clair, c'est ça en fait. Donc, ça peut amener des changements soudains, inattendus, qui peuvent venir de l'intérieur, ou quand on n'est pas dans ce chemin de conscience, qu'on ne veut pas voir, ou pour diverses raisons, ça peut aussi, ou pour nous aider, ou qu'on n'est pas en capacité peut-être de se libérer soi-même, de s'affranchir soi-même, ça peut venir de l'extérieur pour nous aider. C'est pas toujours doux, mais c'est pas non plus forcément violent. Voilà, ça peut être soudain, inattendu. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et Uranus, c'est vraiment une planète qui nous parle d'avant-gardisme, hein. On est dans quelque chose de l'ordre du futur aussi. Euh, alors, ok, alors là, bon, il y a eu, c'est trop long pour moi les messages qui ont été envoyés, donc c'était pas une question, c'est une explication, donc je vais pas m'y attarder. Voilà. Et donc ça va se jouer en Gémeaux. Uranus, comme je vous dis, jusqu'à maintenant était en Taureau. Taureau, ça veut pas bouger. Ça veut pas bouger, ça a besoin de temps dans l'énergie du Taureau. Donc avec Uranus, le taureau a besoin de temps, de sécurité, de confort en fait, et de sa zone de confort, et Uranus vient faire éclater le confort. Donc ça, c'était ce qui s'est joué depuis les 7 dernières années. Et là, à partir du 26 avril, on a Uranus qui arrive en Gémeaux. Et le Gémeaux, ça va lui donner de l'air à Uranus, lui donner de l'amplitude, lui donner de la liberté. Parce que les Gémeaux, c'est aussi un signe d'air, comme la planète Uranus. Donc là, on va dire que toutes les nouvelles idées, les nouvelles pensées, ça peut être un moment voilà, où ça touche la pensée, la communication, les échanges en Gémeaux, mais tout ce qui va, et il va y avoir comme un renouvellement. Un renouvellement, une libération des modes de pensée, de la communication, des échanges avec tous les effets, effectivement, comme j'en avais parlé dans une petite vidéo suite à la causerie de la dernière fois, et ben, tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle, c'est très Uranus-Gémeaux, c'est très Pluton Verseau, c'est très Verseau en fait. Donc, effectivement, il peut y avoir, bien évidemment, des dérives. Des dérives où on n'est plus dans de l'individuation co-créatrice, mais on va être dans une forme d'individualisme qui déconnecte de l'humain, qui déconnecte du groupe. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là avec Uranus Gémeaux, mais on va dire que l'enjeu qui nous aide à évoluer, ça va être celui qui va nous parler, euh, pour moi, de liberté d'être et de penser, en intégrant les multiples facettes de nos personnalités, parce que l'enjeu évolutif du Gémeaux, c'est d'accepter qu'il a plein de facettes différentes, pardon, et qui peut en fait intégrer ces différentes facettes de manière harmonieuse. Donc, liberté d'être et de penser en intégrant les multiples facettes de nos personnalités. Ou liberté d'être et de penser dans l'échange, dans la communication. Donc là, bah, on pourrait refaire le même chemin, hein. En maison 1, ça touche ma personnalité. Il y a alors, Uranus maison 1, si vous avez Uranus qui transite votre maison 1, oui, ça va toucher votre personnalité, clairement. La manière dont vous vous présentez au monde, ça c'est sûr. Uranus maison 2, ça peut venir toucher à la manière dont vous gagnez de l'argent, dont vous le dépensez, mais aussi à votre estime de vous-même, à votre sécurité matérielle, à la manière dont vous concevez la sécurité matérielle. Ça peut être une histoire de conception, de comment je conçois les choses. Maison 3, ben, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est libération, liberté de penser en fait. Dans ma communication, dans mes échanges, il peut y avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouveaux modes de communication, d'apprentissage, d'études, etc., etc. Dans la maison 4, eh ben, on espère que ça puisse apporter des libérations sur le plan transgénérationnel, des libérations justement de loyautés anciennes. Euh, voilà. Une un nouveau rapport à la famille, quelque chose qui vient se renouveler. Euh, dans la maison 5, ça va être comment j'exprime ma créativité, mes talents. Dans la maison 6, dans mes routines quotidiennes, dans mon hygiène de vie. Donc, bah, voilà, s'il y a des soucis de santé avec le transit euh, d'Uranus, là, il y a c'est certainement un vrai questionnement à se poser sur le sens profond
de vos soucis de santé. Je ne sais pas si vous avez suivi le sommet de la conscience qui s'est déroulé là sur la fin de l'année autour du sens des maladies. Et alors, je me souviens plus, il m'excusera, un médecin que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui parlait justement des différentes dimensions du sens. Et moi, ça a résonné pour moi parce que ces différentes dimensions du sens, je les mobilisais beaucoup quand j'étais chercheuse dans mes travaux. J'étais sociologue avant et dans mes travaux. Et le sens comme signification et le sens comme direction. Ça peut être des questions qui peuvent être posées s'il y a des soucis de santé qui se présentent, ce que je vous souhaite évidemment pas, ou des problèmes dans le milieu professionnel, dans votre quotidien professionnel. Quel est le sens? La symbolique, la signification, mais dans quelle direction ça veut vous amener? Et peut-être que là, vous pourrez aller regarder Neptune-Saturne qui vous explique, qui vous indiqueront un peu dans quelle direction ça veut vous amener aussi. Dans la maison 7, ça peut être dans le domaine du couple des alliances. Libération dans le domaine du couple des alliances, affranchissement. La maison 8, ben, c'est sur le plan de tout ce qui va être vos ombres, en fait, les ombres du psychisme, la santé mentale, les choses qui viennent toucher, comme je disais, les rapports de pouvoir, tout ce qui va être en lien avec l'énergie, l'énergétique. Voilà, l'énergie des autres, mon énergie. Processus de guérison là, hein. La maison 8, c'est souvent une maison chirurgicale, donc avec un Uranus maison 8, certainement que s'il y a des changements, des inattendus, des choses, c'est pour amener un processus de guérison profonde. Processus de guérison profond, pardon. Maison 9, bah là, ça peut être dans la vision du monde, un Eureka, c'est le Eureka d'un coup. Oh, nouvelle vision du monde, nouveau sens qui s'éclaire, voilà, quelque chose qui va s'éclairer, une nouvelle morale, une nouvelle éthique. euh, des nouveaux enseignements. La maison 10, eh ben, ça va être dans la manière dont je contribue au monde, je vous l'ai dit, hein, l'image publique, sociale, professionnelle. Donc là, il peut y avoir aussi quelque chose ou un affranchissement peut-être de la peur d'avoir mauvaise réputation pour devenir véritablement soi-même dans le monde. Dans la maison 11, ça va être... bah, la maison 11, en fait, c'est ça, c'est Uranus. C'est la maison qui correspond à Uranus. Donc, liberté d'être et de penser dans le groupe. Comment je peux... c'est ce processus vraiment d'individuation co-créatrice dans le monde. Comment est-ce que je peux... Comment mes talents singuliers peuvent être mis au service d'un autre monde, d'une autre société, d'une autre manière de vivre le collectif. Et dans la maison 12, et ben là, ça peut être voilà, des, des loyautés inconscientes ou des croyances inconscientes cristallisées dans l'inconscient qui d'un coup peuvent réémerger. Réémergence fulgurante pour permettre de la libération, justement. Voilà, un petit peu. Je vous avais dit que je vous parlerais de Jupiter, mais je pense que ça suffit. Ça fait déjà beaucoup. Et donc, je referai dans une causerie, je réévoquerai Jupiter, parce que de toute façon, on a un peu le temps, Jupiter. Donc, j'en reparlerai plus tard. De toute façon, j'en ai déjà parlé de ce que pouvait signifier Jupiter dans les transits de 2026, dans la causerie de, 2000, pardon, de décembre. Donc, si vous avez compris le principe des maisons et comment on fait des phrases avec les mots-clés des maisons, des signes et des planètes, et ben vous pourrez faire un peu la même chose avec Jupiter. Voilà. Alors là, j'ai des questions. Je vais effectivement répondre aux questions avant de couper l'enregistrement. Ok, là, c'est une explication. Quid si lune noire dans le signe du Gémeaux? Euh, Ok, très bien pour celles qui doivent partir. Merci d'avoir été là. Eh bien, si lune noire, alors la lune noire, là, il y a plein d'interprétations différentes hein, de la lune noire aussi. Mais la lune noire, si elle est dans le Gémeaux, pour moi, une lune noire Gémeaux, ça amène, ça peut amener des angoisses particulières, soit dans la manière dont je communique ou une croyance que je peux pas être comprise, que ce que je dis n'est pas compréhensible. Il peut y avoir euh, tout un ensemble oui, on est vraiment dans le domaine des angoisses, du vide existentiel, mais quand elle est en transit, la lune noire, ou ça peut être aussi au niveau de la fratrie, problématique, transit maison 3, ça peut être des problématiques en lien avec la fratrie, les frères et sœurs. Donc s'il y a une lune noire en transit,
En transit, pour moi, une des significations de la lune noire, c'est là, il y a une exigence particulière de regarder les choses en face et de se confronter à ses peurs, de se confronter à ses angoisses. En fait, c'est un domaine qui va peut-être nous générer beaucoup d'angoisse, mais pour moi, il y a vraiment c'est un domaine qui va être exigeant. Il y a une exigence de réalité, de transmutation de ce qui se joue avec la lune noire. Après, il peut y avoir d'autres interprétations, mais c'est ce qui me vient comme ça. Euh, Tic, tic, tic. Question, j'aimerais savoir si je peux partir au Japon en mai quand je regarde le bazar qu'il y a dans le monde. Écoute, j'ai envie de dire déjà que rien que ta question, moi, elle m'inviterait à aller regarder euh, comment ça se fait que l'inconscient collectif et le, ce qui se joue dans le monde, ça imprègne, ça te génère autant de peur. Et ensuite, peut-être qu'on pourrait regarder s'il n'y a pas un transit dans la maison neuve. Un transit voilà, d'Uranus ou de Neptune-Saturne dans ta maison neuve. Il faudrait regarder ta carte un petit peu pour voir ce qui se joue. Mais après, si c'est un transit d'Uranus en maison neuve, j'ai envie de te dire que on ne pourra pas forcément répondre à ta question aujourd'hui parce que ça pourrait tout autant dire qu'il y a quelque chose qui se libère que, il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait, je sais pas, bloquer ce voyage pour une raison qui sera certainement juste pour toi. Euh, voilà ce que je voulais vous dire, grosso modo. Je réfléchis. C'est sûr que si, pour revenir à l'histoire de la Lune noire en Gémeaux, c'est sûr que si à un moment, au moment du transit d'Uranus en Gémeaux, la Lune noire est pas très loin, ben, la libération ou l'éveil ou le réveil véhiculé par Uranus, il peut être quand même un peu angoissant et ça peut avoir comme effet euh, de nous amener à avoir envie de revenir dans le passé, par exemple. De pas traverser ça, ou ça peut être quelque chose qui peut venir de l'extérieur, qui peut nous amener la prise de conscience, mais qui pourrait être un petit peu douloureux. Voilà. Mais en même temps, moi, j'aime bien regarder la lune noire aussi comme ce qui nous met en mouvement de l'intérieur, parce que ça nous amène à nous dépasser, à aller plus loin, en fait, à aller libérer les choses. Donc, euh, donc voilà. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais arrêter là. Hop là. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va pouvoir continuer de vive voix s'il y a d'autres questions. Alors, je vais mettre pause. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est là, pardon, excusez-moi.